Steve Suissa, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Nous vous recevons à l'occasion de la 7e édition du Festival du théâtre français en Israël, festival qui se tient à Tel Aviv jusqu'au 25 février prochain. D'abord, comment s'est déroulée l'ouverture ? C'était le 3 février avec la pièce The Hall qui s'est jouée à guichet fermé autour de la création donc, du chorégraphe israélien Ohan Naharin. J'ai eu la chance de voir cette pièce il y a quelques semaines et j'ai trouvé ça incroyable. C'est une façon de vivre le 7 octobre en acceptant le chaos et en mettant la vie avant tout. Donc c'est 18 danseurs, 17 origines différentes, une musique de fou, des bars de partout dans la salle parce que les danseurs dansent au plafond, sur les murs, sur scène, sortent de dessous le plateau et envahissent l'espace et font un hymne à la vie comme ça pendant 1h30, complètement fou. Et les gens étaient debout, donc c'est génial de pouvoir et proposer de la danse et une création avec un mélange de musique classique, de films et de textes et des plaidoiries dont deux contre l'antisémitisme, et une création. Mais voilà, c'était l'idée de se dire, on a été un peu privé pendant 2 ans de festival. On va choisir la résilience, on va choisir la vie, on va choisir l'audace, et donc on va faire un grand festival. Est-ce que vous percevez sur le terrain, c'est que les artistes israéliens, on parlait là du chorégraphe Ohan Naharin, investissent de plus en plus la question de l'après 7 octobre pour en faire quelque chose ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont comme les enfants, les vieilles personnes et les gens traumatisés, il y en a beaucoup. La méthode israélienne, entre guillemets, est magnifique parce qu'elle s'opte par la résilience. Donc en fait, ils sont témoins d'un témoin, et plus ils en parlent, et plus ils vont mieux, et plus ils l'acceptent, et plus ils tentent d'aller chercher que de la lumière. Alors, avant de nous intéresser avec vous aux prochaines représentations, je voudrais qu'on s'arrête sur ce contexte, justement. Dans quelle mesure la guerre et cette phase de trêve, à la fois entre Israël et le Hamas, mais aussi avec le Hezbollah, période pleine d'incertitudes, comment cela impacte l'activité culturelle en Israël ? Est-ce que malgré la guerre, malgré aussi les difficultés économiques qui y sont liées, est-ce que les Israéliens ont toujours envie d'aller au théâtre, au spectacle ? Est-ce que c'est une forme de soupape, de décompression pour eux ? Oui, totalement. Et c'est ce que je tente d'insuffler à la population francophone et israélienne aussi, puisque on se casse la tête avec mes équipes pour que tous les spectacles soient sous-titrés en hébreu, au laser comme à l'opéra. Et en fait, je suis allé voir mon copain Idan Rachel il y a 10 jours à l'auditorium où il y avait 2500 personnes qui s'empressaient à le voir avec l'orchestre symphonique de Tel Aviv. Le lendemain et le surlendemain, c'était complet. Idan Hamedi n'a jamais fait un record de billets comme celui d'il y a quelques jours pour toute sa tournée. Chanteur et acteur de Fauda. Et il le mérite parce que c'est notre héros. Et en fait, je pense sincèrement qu'il va nous falloir de la force. Donc je pense sincèrement que l'éducation et la culture, c'est les 2 seules choses qui peuvent réparer. Et qui peuvent réparer le monde. Et ils ont une technique très simple. C'est que pour eux, d'aller voir un spectacle, d'écouter un concert, d'aller à une expo, c'est de se redonner envie de vivre parce que c'est d'aller voir la beauté des choses, et donc c'est pratiquement de la santé mentale, et donc de la santé culturelle, et donc toutes les salles sont pleines, et c'est complètement fou. Et cette perspective de résilience, elle est aussi nécessaire pour le public francophone qui ne maîtrise pas toujours l'hébreu, qui est donc de fait parfois un peu exclu. C'est aussi le travail du festival et qui s'y met pas toujours. C'est-à-dire que là, les salles, il reste encore quelques places, alors que vraiment, je trouve que c'est très courageux de la part de Richard Berry, de la part de Thierry Lhermitte, de la part de Valérie Zarouk d'aller jouer Golda, de faire 8000 km pour jouer 1h30 et pour montrer qu'on a le courage. C'est une représentation à chaque fois. Une représentation parce qu'en fait, le public n'est pas encore habitué au théâtre. C'est un public qui est pas encore fanat de théâtre. Et donc, d'année en année, on essaye à les pousser et à leur dire, c'est pas un acte d'intellectuel en fait. C'est magnifique le théâtre. On ose faire sur scène ce qu'on n'ose pas faire dans la vie. Et dans chaque destin incroyable, pas artistique, la seule chose qu'il nous faut, c'est de l'audace. Donc, quoi de mieux qu'un spectacle ? Ce festival de théâtre français en Israël, Steve Suissa, a toujours été pour vous, depuis les origines, un moyen de dresser un pont aussi entre la France et Israël, entre ces 2 sociétés. C'est, selon vous, d'autant plus fondamental que le pays souffre d'une forme d'isolement au sein de la communauté internationale ? Mais bien sûr. Mais bien sûr, ils sont ravis, les gens. Les Israéliens, c'est extraordinaire. Ils m'arrêtent dans la rue, ils sont
contents, ils se sentent moins seuls. C'est très très important pour eux de se sentir soutenus. Et donc pour moi, d'aller prendre des étudiants ou de demander au FSJU Israël d'amener des cars d'étudiants ou de réfugiés aux frontières ou de enfants déplacés et de faire des cars pour les représentations et que tout d'un coup ils aillent chercher de la force chez Richard Berry, chez Thierry Lhermitte qui fait des textes de Chaplin, de Mark Twain, de Steven Spielberg, ou en la personne de Golda Meir, qui a été un destin de femme à la Simone Veil, extraordinaire. Pour moi, c'est transmettre de la force, c'est transmettre de l'audace, c'est transmettre du savoir, c'est transmettre des valeurs qui pourraient nous paraître ringardes comme ça, mais sur des histoires vraies ne peuvent pas l'être. C'est-à-dire des vraies valeurs, des vrais principes, de vrais personnages. Alors, la prochaine date, c'est le 18 février. Oui. C'est Richard Berry donc, qui montera sur scène avec une pièce intitulée La séance est ouverte. Un spectacle qui revient. L'audience est ouverte, pardon. Un spectacle qui revient sur les plaidoiries. 4 grandes plaidoiries par 4 grands avocats lors de 4 grandes affaires emblématiques du XXe siècle. 2 d'entre elles concernent l'antisémitisme. J'imagine que ce n'est pas tout à fait un hasard. Non, ce n'est pas un hasard et c'est très courageux de la part de Richard Berry d'avoir joué ça il y a quelques mois à Paris. Et d'avoir pris le principe d'être un être humain français qui désigne et qui démontre par ses plaidoiries que c'est l'affaire de tout le monde en fait. C'est pas l'affaire d'une communauté, c'est l'affaire de nous, citoyens du monde, de lutter contre ce qui pourrait faire du mal pour laisser encore plus de lumière. Et donc voilà, il a accepté tout de suite, il vient, il joue, il est trop content. Thierry Lhermitte, pareil. Valérie Zarouk, pareil. Ils font des vidéos pour dire au public franco-israélien et israélien, on est content d'être là, on a envie de venir. Et ça touche les Israéliens, les franco-israéliens que vous rencontrez sur place? Ça touche les franco-israéliens que je rencontre sur place, mais j'aimerais tellement faire davantage plaisir à davantage de gens et j'aimerais tellement que les acteurs puissent faire une date à Jérusalem, une date à Netanya, une date à Ashdod. Ça va venir. On en a la 7e année, mais c'est déjà beaucoup parce que ça n'existait pas en fait. Et je pense sincèrement qu'un pays avec un festival, une ville avec un festival, c'est pas la même chose. Avignon et Cannes, ils ont un festival. Toronto, il a un festival. Robert De Niro, après 50 ans passés à New York, il a fait un festival dans son quartier d'enfance à Tribeca. Et donc, c'est une façon, entre autres, à part la Startup Nation et d'autres qualités exceptionnelles du génie israélien, de faire encore refléter des choses. Et là, si en plus on mélange des destins israéliens comme Golda Meir et Ohad Naharim de la Batsheva, il y en a pour tout le monde, en fait. C'est aussi une manière de faire évoluer ce qui peut entourer l'imaginaire israélien, l'imaginaire d'Israël dans le monde. C'est aussi faire refléter une image, puisque mes équipes travaillent d'arrache-pied, on fait des micro-trottoirs le lendemain, où c'est des gens qui sont du public qui a payé sa place, et qui disent, voilà, j'ai pleuré, j'ai jamais vu, c'était la guerre, je voulais pas sortir, je suis sorti, je suis tellement contente, ça m'a donné de la force, et de montrer, en fait, cette résilience qui est exceptionnelle, mais qui est exceptionnelle quand vous allez... Surtout que ça réinscrit aussi les problématiques du moment dans une chaîne historique. On parlait des procès historiques, du destin aussi de Golda Meir, qui rappelle les épreuves éprouvées par le peuple juif et la manière aussi dont cela a été dépassé. Et le retour en boucle de ça, en fait. Et tout d'un coup, que ces gens-là qui ont passé des moments hyper difficiles se sont relevés. Et donc ça nous aide. Forcément, c'est comme un miroir. Donc le 18 février, Richard Berry. 23 février, Thierry Lhermitte et vous, pour une pièce intitulée Chababel. De quoi s'agit-il précisément? Alors j'adore la musique, j'adore le cinéma et j'adore les grands textes. Et donc Thierry Lhermitte, avec qui j'adore travailler, Isabelle Durin, violoniste de génie, Maxime Zecchini, pianiste virtuose. On prend toutes les musiques de films les plus belles, de Yentl à Rocky, à Gladiator, à Parfum de femme, ça joue. Derrière, il y a des images sublimes, en noir et blanc, en sépia, en intelligence artificielle, qui commentent un peu l'émotion des musiques. Et là, il y a Thierry et moi, sur des textes de Mark Twain, de Rabbi Nachman, d'Edmond Flegg, Pourquoi je suis juif, de Charlie Chaplin, de Steven Spielberg, Lettre méconnue qu'il a écrite après la liste de Schindler, de Roberto Benigni, La vie est belle, lettre qu'il a écrite pour dire son amour à la communauté juive après avoir fait La vie est belle. Voilà, des choses comme ça. De partout. Et ça met du baume au cœur, j'imagine aussi d'entendre ces textes, cette musique. En tout cas, je monte des spectacles que j'aimerais voir. Donc en fait, on l'a joué une fois à Taverny, il y a quelques mois, les gens étaient debout pendant 10 minutes à la fin. Parce que tout d'un coup, ils savent pas ce qu'ils viennent voir, ça mélange la musique classique, le cinéma, le théâtre, et
Les textes, on les a pas entendus, on les réentend. Les textes qu'on connaît pas, on les découvre et tout d'un coup, on se dit « Waouh, cette phrase, elle me plaît. » Cette musique, on la réentend et tout d'un coup, il y a plein d'envies qui s'ouvrent, en fait. Et c'est un mélange d'émotions, d'apaisement, d'harmonie, de romantisme. Et ça, je crois que ça peut nous faire du bien. C'est pas la première fois que vous venez en Israël avec Thierry Lhermitte ? C'est la 3e fois. Il avait fait Inconnu à cette adresse, avec Francis Huster dans le théâtre où on avait jugé Eichmann à Jérusalem. Et après, il a fait une pièce que j'ai adoré faire avec lui, Fleur de soleil, sur le Simon Wiesenthal, le chasseur de nazis. C'est la 3e fois qu'il vient. Est-ce qu'il a hésité, dans ce contexte de guerre, à prendre l'avion et à rejoindre Israël ? Non, Thierry, c'est un citoyen du monde. C'est un amoureux des chevaux. C'est un homme en paix. Il vient avec sa femme passer quelques jours, j'ai presque envie de dire en famille, et il est content. Et il s'y prête, il fait des vidéos comme Richard Berry, et je trouve ça super parce que on discute tout le temps des gens qui pourraient entre guillemets nous porter main forte et qui sont des personnages un peu publics, et il y en a pas beaucoup. Steve Suissa, je reviens sur le contexte et la grande incertitude qui entoure la prochaine libération d'otages ce samedi, entre les menaces du Hamas, l'ultimatum de Donald Trump. On ne sait toujours pas si 3 nouveaux otages seront libérés dans 3 jours. Quel regard est-ce que vous portez-vous sur ce moment extrêmement difficile pour les familles et je dirais plus largement au-delà pour la société israélienne et tous les amis d'Israël ? Je le vis en Israël parce que depuis le 7 octobre... je suis concentré là-dessus comme quelqu'un qui veut apporter toute son aide et tout son soutien. J'ai vraiment le sentiment que ces gens-là se foutent de nous. J'ai vraiment le sentiment que malheureusement, ils ne comprennent que la force. On se retrouve un peu comme dans mon quartier d'enfance. Au coin d'une rue, il y a quelqu'un qui vient vous dépouiller. Et vous avez envie de parler, vous avez pas envie que ça se passe mal. Et en fait, vous vous dites, soit je frappe le premier, soit il me met par terre. Et on est dans un rapport de force qui fait mal aux familles des otages, qui fait mal aux êtres humains sensibles, et Dieu seul sait s'il y en a. Et qui fait mal à un peuple qui des fois se déchire en deux, parce que chacun espère des choses naïves et d'autres sont sur des extrêmes. Ce que je sais juste, c'est que... c'est toujours la guerre. C'est toujours la guerre et il faut qu'on les fasse rentrer. Il faut qu'on les fasse rentrer pour apaiser notre peuple, pour apaiser nos familles. Quel que soit le prix à payer. Quel que soit le prix à payer. Et de toutes les façons, je parle même pas de gouvernement, je parle d'armée. Quand vous savez que 200 000 enfants entre 18 et 20 ans ont signé un testament qui est juste une lettre d'amour à leurs parents, parce qu'à 18 ou 20 ans en Israël, à moins qu'on soit fils ou fille d'eux, on n'a rien. Pour dire, ne m'échangez pas, ne regrettez rien, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Déjà, c'est impossible. Déjà, même quand on les croise dans la ville tous les jours, on n'a même pas envie qu'ils payent un café. On n'a même pas envie qu'ils payent le repas. C'est nos enfants, quoi. Mais voilà, je pense qu'on va gagner. À quel prix, je sais pas, mais je pense qu'on va gagner. En tous les cas, on est décidé. L'homme d'image que vous êtes, Steve Suissa, comment perçoit-il les mises en scène répétées du Hamas au moment des dernières libérations d'otages ? Horrible. Horrible. J'ai annulé tout samedi. Je fais pas grand-chose le Shabbat. Je vois les gens que j'aime. J'y suis même pas arrivé. Moi qui ai beaucoup travaillé sur la Shoah, en faisant Simon Wiesenthal, comme vous savez, en faisant Anne Frank, en faisant Victor Young-Pérez, le film du boxeur d'Auschwitz, le nageur d'Auschwitz, et qui tous les ans fait une cérémonie du souvenir en apportant des témoignages de tous les déportés qui restent vivants. Donc ça me porte vraiment à cœur de montrer des témoins, et pour qu'on devienne, nous, dans les générations à venir, le témoin de ce témoin. Ce que j'ai vu samedi, c'est le regard, les mâchoires des personnages, de ces êtres humains qui ont souffert et qui restent dignes. Le regard vide, les joues creusées, les photos d'avant et après. C'est diabolique de faire ça. C'est diabolique. C'est diabolique qu'il n'y a pas 1% d'humanité chez ces gens-là. Mais rien, quoi. Mais rien. On parlait il y a un instant de ces jeunes soldats qui prennent tous les risques pour défendre Israël et pour défendre la liberté et l'avenir du peuple juif en terre d'Israël. Je voudrais qu'on parle d'autres jeunes que vous accompagnez, ceux de Sderot. Ils sont très nombreux. Et vous êtes avec eux pour mener un beau projet pour permettre justement de continuer à écrire
leur Grâce histoire. au FSJU Israël, Richard Rodier, Myriam Fedida, j'ai été amené il y a quelques mois à aller visiter des colos d'enfants déplacés qui se connaissaient pas, des Russes, des Druzes, des Arabes israéliens, des Israéliens, des Yéménites. Et après à Sderot, et toutes les vacances scolaires, il y a des colos qui sont portés par cet organisme et où en fait on leur fait du sport le matin, de l'art-thérapie, du théâtre, de l'improvisation, de la danse. Pour Hanouka, j'ai ramené des centaines de milliers de cadeaux avec des baffes essentiellement pour qu'ils puissent enregistrer des scènes ou des musiques pour pouvoir s'entraîner à faire des chorégraphies. Et ils racontent leur histoire à travers des chorégraphies. Et à Sderot, toutes les semaines, on passe l'après-midi ensemble et on travaille des scènes. Et vous voyez du changement sur le plan psychologique? C'est extraordinaire. Il y a des rebooks, comme on dit là-bas, des hugs. J'ai jamais reçu des rebooks comme ça. C'est extraordinaire. C'est nos enfants. Et tout d'un coup, ce qui est magnifique, c'est qu'ils sont très lucides. Ils veulent plus voir de psychiatre ou de psychologue. Pour eux, le 7 octobre n'est pas quelque chose que quelqu'un peut réparer. Il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils l'exorcisent, et après, il faut que ça devienne une force. Collectivement. Et donc, ils se mettent là, au milieu, ils osent des trucs, qui soient gros, qui soient maigres, qui savent pas danser, qui savent pas chanter. Et tout d'un coup, ça se lance. Ça se lance dans une non-peur du ridicule, dans une non-peur du dépassement de soi. Et tout d'un coup, ça sort des couleurs qu'on n'ose pas sortir à la maison avec ses proches, en fait. Ça sort des couleurs où on se dit, je vais jamais oser faire ça. Et ça se donne la main, parce que dès qu'il y en a un ou deux qui hésitent, et un ou deux qui osent, tout le monde ose après. Et en fait, c'est une thérapie. À travers ça. C'est génial, parce que on va sauver, je dirais bien, des centaines de dépressions et peut-être des suicides. Et vous pourriez étendre le projet aux habitants, aux jeunes enfants du Nord? J'adorerais. Plus ces projets-là vont grandir, plus j'adore. S'il y a un besoin. Mais il va avoir un besoin, parce que le post-trauma va être la cause principale. Il y a 50% du pays qui est sous antidépresseurs. Le contrôleur d'État israélien tout à l'heure a annoncé que 3 millions d'Israéliens souffraient de traumatisme après le 7 octobre. Mais bien sûr. 3 millions. Mais bien sûr. Vous vous rendez compte quand toutes les nuits, on se demande si ça va sonner à 2h, à 3h, à 4h, et qu'on descend dans les abris, et qu'on se fait mal, et qu'on n'arrive pas à se rendormir, et qu'on imagine le pire, et qu'on se dit à un moment, il y a du brouillard, le dôme de fer, il va peut-être pas marcher, et si ça sonnait pas? Ces enfants, par exemple, les 2 fois où il y a eu les bombardements iraniens, les religieux vous disent, vous savez quoi? Tu sais, je suis allé dormir. Il y a Dieu. Et les autres, ils sont restés dans leur chambre en se disant, les enfants de Sderot, ça fait des années que c'est des boucliers humains. Des fois, on a des cours collés à l'abri. Il y a 20, 30 détonations pendant le cours. Ils bougent plus. Et la dernière dame qui était au kibbutz, je lui disais, vous avez entendu là? J'ai pas peur, je suis là. Elle me dit, mais c'est des oiseaux, Steve. Non. Si, c'est des oiseaux. Ce peuple est magnifique. Merci beaucoup, Steve Schutz, d'avoir été avec nous pour le festival du théâtre français en Israël jusqu'au 25 février avec de très belles représentations à venir, notamment donc la prochaine le 18 février autour de Richard Berré, puis avec vous et Thierry Lhermitte. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci. Très beau festival. Merci beaucoup. À très bientôt et bravo pour tout. À bientôt.